intro. Donc, la première grande nouvelle de l'année, et ça on ne pouvait pas le dire avant, c'est que on a enfin changé de nom et maintenant on s'appelle Clever.cloud. Ça a été des années d'enfer d'aller récupérer ce nom de domaine, mais à présent on va pouvoir tout progressivement rebinder dessus. C'est assez important parce que ça va nous épargner énormément de tirer du 6 dit au téléphone, et ça c'est une bonne nouvelle pour absolument tout le monde. Voilà. Euh, mais du coup, c'est la première petite nouveauté de l'année, ce qui veut dire qu'en fait, on va en profiter pour faire du mixing et mettre les choses au bon endroit. En fait, on vit dans un monde où le mec qui a inventé le browser a dit Software is eating the world. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que progressivement, le logiciel va s'accaparer une partie non négligeable des fonctions qui font fonctionner les activités humaines. Et ça définit en fait des changements qui sont majeurs. Et donc, pour les développeurs, l'enjeu, c'est la vélocité et la productivité. Quand on a créé Clever, la raison, enfin le principal point qu'on avait en tête, c'était de dire il faut que les développeurs soient efficaces. Le cloud, beaucoup de gens vous ont parlé d'OPEX, de CAPEX, de je sais pas quoi. En fait, le point numéro un du cloud computing, c'est comment on rend des développeurs plus efficaces. Le truc à comprendre est le suivant. Un développeur, ça doit faire évoluer des trucs. Un ops, ça doit faire en sorte que ce soit stable. Dans aucun monde, ces gens-là s'entendront. C'est pas possible. Soit vous leur trouvez une grammaire commune, soit vous n'arriverez pas à faire des gains de productivité nécessaires à l'heure où on est attaqué dans notre productivité par le reste du monde. Et donc, ce qu'on doit fournir, c'est un paquet d'outils, c'est des capacités à être de plus en plus efficaces, de plus en plus rapides, et c'est ce qu'on attend en fait de tous. C'est d'autant plus visible qu'aujourd'hui on a affaire à deux révolutions. La première c'était le logiciel, le deuxième c'est l'intelligence artificielle. Si j'essaye de rassembler, le logiciel c'était la façon de Descartes, si vous voulez, de réfléchir la science, c'est-à-dire on va résoudre des problèmes les uns après les autres. L'intelligence artificielle c'est le moment où on arrête d'essayer de comprendre et où on embrasse la complexité, donc Edgar Morin. Personne ne croyait ce qui était en train de se produire. Il y a même quand on a vu arriver tous GPT il y a 3 ans, on pensait que c'était un truc un peu marrant, qu'allait un petit peu améliorer l'expérience utilisateur, qu'on allait faire 3, 4 agents conversationnels, mais qui pensait il y a un an qu'aujourd'hui on coderait tous avec un assistant comme les Claude Code? Qui voyait aujourd'hui cette révolution-là? Personne. Et je le vois tous les jours, même des développeurs seniors brillants que je connais, des fois je me pose à côté d'eux et je code avec eux un peu de temps, avec du Claude Code, et ils se rendent compte que le monde a changé et qu'il faut absolument évoluer. Ce qu'on est en train de vivre est une révolution totale qui est quelque chose qu'on doit être capable d'embrasser très vite parce que jamais on n'a été aussi rapide et les gens qui sont à la manœuvre sont déjà énormes et sont déjà extrêmement violents. La totalité du marché est impactée. C'est un des trucs qui est très important, c'est que dans le débat public, on ne parle pas assez de ces choses-là, mais le truc qui a le plus changé votre vie ces 20 dernières années, qui a changé le façon dont la démocratie fonctionne, dont notre économie fonctionne, dont l'éducation de vos enfants fonctionne, dont les relations se créent, tout ça, c'est le numérique. Et en fait, ça a un impact terrifiant sur la société, et pourtant, on peine aujourd'hui à prendre de l'avance dessus. La seule solution pour prendre de l'avance en tant qu'individu, que citoyen ou qu'organisation potentiellement rentable, c'est cette capacité de vélocité et de productivité. Et donc pour moi, ce qu'il faut, c'est être capable de livrer aux gens des outils qui leur permettent d'être rapidement sur le marché et capables d'agir. Donc la question, c'est est-ce que ce contexte permet à Clever Cloud d'aller bien? Alors j'ai des bonnes nouvelles pour tout le monde. Ça, c'est l'évolution de revenus ces dernières années de Clever Cloud. Donc c'est une boîte qui va bien. On n'a toujours pas fait rentrer d'investisseurs supplémentaires. C'est une boîte qui s'autofinance et qui, dans le marché, a une croissance supérieure à la croissance du marché. Euh, L'autre chose qui est importante, c'est le nombre de gens qui bossent chez Clever Cloud. Aujourd'hui, Clever Cloud en Europe, on est globalement une centaine. Ce qui commence à être un moment où on est productif et intéressant. Alors, on a des statistiques complètement d'AFAC, c'est-à-dire qu'on est à peu près 70 ingénieurs
et on essaye désespérément de construire les autres métiers de Clever Cloud, mais dans l'absolu, on a une croissance qui est intéressante pour permettre à la boîte d'aller plus loin, plus vite dans ce qu'on doit faire. Ça, c'est les équipes de Clever. Donc aujourd'hui, la plupart des gens que vous voyez et qui managent Clever sont des gens qui ont été recrutés pour leurs compétences et pas parce qu'ils étaient là. Donc vous avez encore les cofondateurs qui sont là, ça fait 15 ans qu'on existe, mais vous retrouverez donc Clément et Julien et ils seront là aujourd'hui. Mais on est essentiellement une boîte, on a été prendre des gens à l'extérieur, des gens compétents qu'on a pris dans des organisations prestigieuses et on leur a permis, chez nous, de venir prendre de la place. On n'est pas une boîte qui s'enracine dans une espèce de tradition clanique. On a toujours réussi à grandir en faisant venir des gens. Ça a été globalement stable cette dernière année. On a juste le plaisir d'accueillir Arthur aux Alliances, mais ça a été globalement stable. Donc on a un codir qui est à peu près stable dans sa gestion chez Clever. Moi, on m'a dit qu'il fallait que j'explique ce qu'on avait changé cette année, et pas seulement en produit. Donc, la première chose qu'on a changé, c'est le clever.cloud. Ce qui fait que vous pouvez tous maintenant m'écrire à adam@clever.cloud. Et c'est vachement plus court et il n'y a plus de tirer du 6. La deuxième chose, c'est qu'il y a des activités qui ont été générées chez Clever. Ce que j'appelle une activité, c'est un métier qu'on faisait pas nécessairement avant, que maintenant on fait. Pendant 14 ans, 13 ans, 14 ans, Clément et moi, on s'est échiné à essayer de créer un écosystème avec du commerce. Ça a été long et pénible. J'ai le plaisir de vous annoncer que ça fait 18 mois qu'on a un directeur commercial qui a réussi à recruter, à faire son activité, à fonctionner. Et aujourd'hui, on a des équipes commerciales chez Clever Cloud. Ça faisait 15 ans qu'on l'attendait. Merci beaucoup Florent, bravo pour ce travail. Et ça, c'est valable pour plein d'autres sujets. Notamment, pendant des années, le marketing, c'était quand Clément n'avait rien d'autre à foutre, il s'occupait du marketing. Aujourd'hui, c'est un département entier qui fait qu'on est capable d'organiser 2 événements en propre par an, qu'on a des formats réguliers, qu'on met à jour des contenus. On a un vrai boulot, et ça, c'est le boulot qui a été fait par Karine et son équipe. Et donc maintenant, c'est également une practice, et bravo pour ça. Surtout que je tiens à préciser que Karine s'est tapé l'Access Karine et son équipe s'est tapé l'Access en 1 mois et demi, donc c'est des gens très efficaces. Ce que ça veut dire, c'est que là où avant Clever, c'était essentiellement des gens qui faisaient un produit, aujourd'hui, on a réussi à générer et à structurer un certain nombre d'activités, que ce soit des RH, de la finance, du légal. On a réussi à passer d'un stade où on est une petite structure à un stade où on a divisé les activités et on est capable de croître dans chaque activité. Ça a été une mutation pas si simple que ça à effectuer, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire, ça s'est effectué sans trop de douleur et surtout sans trop perdre. On continue à avoir des taux de turnover en termes de gens extrêmement bas, on continue à avoir un bon niveau de hiring, on a cette structuration, elle est bonne et on n'a pas eu tant de déchets par rapport à d'autres boîtes. Enfin, moi je connais énormément de startups scale-up où tu as 40% des gens qui sont rentrés qui dégagent dans les 4 mois. Chez nous, ça n'a pas lieu, essentiellement parce qu'on peut pas se permettre de le faire. Mais du coup, on a réussi à avoir ces processus-là qui sont en place et sur lesquels on est content. Les grandes nouveautés de l'année, c'est également le travail qui est effectué par Erwan et qui vous en parlera plus un peu plus tard dans le temps. C'est tout le travail qu'on a fait au niveau de la croissance internationale. La vision qu'on a chez Clever est de dire on n'est pas là pour essayer de sauter du coq à l'âne en permanence aux États-Unis. Moi, c'est ce que je dirais raconter il n'y a pas très longtemps à un député qui me posait la question. Il me disait oui, mais vous dites tout le temps que vous n'êtes pas très bien accueillis en France. Bah, c'est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que Clever Cloud a la moindre chance de gagner une zone gouvernementale Jedi aux États-Unis? Non, c'est tous. Ça n'a aucune chance de se produire. Pourquoi en France, il faut que je prouve ma francité? C'est un truc que je ne comprends pas. Eh bien, nous, on a une vision internationale qui est différente. On va là où on a des alliés naturels. Aujourd'hui, il y a un grand récit mondial qui serait de dire
la Chine et les États-Unis vont aller se bastonner et l'Europe prendra le parti des États-Unis. Moi, ma vision est de dire, il faut qu'un Internet soit humaniste, il faut que l'ensemble des peuples se rencontrent, et donc il faut être multiculturel, et donc Clever doit devenir multinational en 2 mots. Et donc, le travail qu'on conçoit avec Erwan, c'est qu'à chaque fois, on va se positionner dans des pays dans lesquels la croissance des États-Unis n'est pas si forte que ça, et qu'on soit très clair. On a l'impression, vu d'Europe, que les États-Unis dominent tout Internet. C'est pas vrai, hein. Quand vous êtes en Afrique, ils ne dominent pas Internet. Quand vous êtes en Asie centrale, ils ne dominent pas Internet. Quand vous êtes en Asie du Sud-Est, ils ne dominent pas Internet. Et on va essayer à chaque fois de créer des alliances. Que ce soit ce qu'on a créé en Amérique, en Afrique du Nord, avec le pied qu'on a mis au Maroc et la création de North Africa dirigée par Ismaël Fahouri, que ce soit l'alliance qu'on a mis en place avec New Digital Africa en Côte d'Ivoire, que ce soit ce qu'on est en train de faire avec Cascloud au Kazakhstan. À chaque fois, on essaie de créer des partenariats qui permettent de créer une souveraineté de chaque partie où la loi des gens va être respectée, leur souveraineté économique va être respectée, et la capacité à chaque fois à construire avec des gens sur place ce qu'on va faire. Ce que nous on veut, c'est être capable de croître en emmenant des gens différents et des visions différentes au sein d'un projet global qui est une vision humaniste d'Internet. Et donc en ce moment, on est en train de croître énormément là-dessus. C'est un challenge qui est monstrueux, qui est très intéressant, et je vous invite à voir ce que Erwan va en raconter. La chose suivante sur laquelle on s'est beaucoup posé en 2025, c'est la construction de l'écosystème. Google, c'est une boîte, ils sont 190 000. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils sortent un produit, ils peuvent compter sur énormément de gens. Microsoft, je sais plus combien ils sont, mais c'est pareil, c'est des chiffres qui sont délirants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sont des boîtes qui sont capables de verticaliser. Quand vous allez toucher aujourd'hui du Amazon Web Service, vous êtes face à une boîte qui produit ses propres processeurs, qui produit ses propres NPU, qui va construire ces choses-là. Ce que nous, on doit faire, c'est être capable d'agréger la compétence et le savoir d'un certain nombre de structures pour multiplier notre force de frappe. Et en fait, si aujourd'hui on prend notre écosystème, c'est plusieurs milliers de personnes qui travaillent de concert. Et quand on travaille à construire les nouveaux serveurs qu'on construit par exemple avec Cyperl aujourd'hui sur de l'ARM, en fait, il faut additionner et on se rend compte que c'est le travail cumulé de 2-3 000 personnes. Ce qui est ridicule, faut aux 90 000, mais c'est là où en fait on est capable de dire si on est efficace ou non. Et ça, c'est quelque chose que moi je trouve très intéressant, c'est la construction d'un écosystème qui va permettre de livrer en permanence aux gens des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux produits, et de livrer ça dans un continuum qui permette de considérer que tout cet écosystème-là est fonctionnel de A à Z. La première chose, c'est qu'on est là pour revendre des technologies. Vous avez pu, lors des 2 derniers jours et encore aujourd'hui, croiser un certain nombre des partenaires sur le stand là-haut. Ils ont des booths en plus. Et ça, tout ça, c'est des technologies qu'on revend. Dans l'IA, dans les bases de données, dans les services aux développeurs. Tout cela sont des technologies qu'on va embedder. Il y a également les technologies hardware dont je parlais, Cyperl, Vesora, SpinCloud, ZML, qui sont des technologies sur lesquelles on va pouvoir continuer à progresser, même si c'est des boîtes petites, c'est des boîtes qui vont beaucoup plus vite que le reste du monde. Donc aujourd'hui, nous, on va embedder ces technologies-là et permettre. La première chose, c'est que notre ambition, c'est de revendre le maximum de technologies. Ce qu'un client final attend d'un cloud provider, c'est pas de lui vendre des VM. Ce qu'il attend, c'est d'être son grossiste dans tout ce qui est son système informatique. Moi, j'ai même des clients qui me demandent des bandes 5G. Encore une fois, on est le grossiste, on est le mec à qui on vient voir et on dit bah, moi j'ai besoin de ça en IT, qu'est-ce que tu as à me proposer de propre et d'intégré? Et là, c'est quelque chose de très important. On a cette capacité d'intégration. Quand on vous propose Clever AI, on vous propose un lien natif vers Keycloak, qui est le système d'identity as a service qui a été développé par un autre. Clever AI, c'est constitué d'un autoroshi qui est fait par Claude Apim. Keycloak est construit par les gens de Please Open It. On va mixer les deux ensemble et on n'est pas juste un catalogue avec des boîtes posées sur l'étagère et on revend des boîtes comme un Leclerc, mais on fait de l'intégration entre les produits de façon à ce que le maximum des choses puissent travailler ensemble et donc construire de la valeur. Et ça, c'est très important et c'est comme ça qu'on construit l'écosystème et c'est pour ça qu'on essaye plusieurs fois par an de mettre tout le monde dans la même pièce, éventuellement d'ajouter de la bière,
et d'obtenir ce résultat qui est le travail commun de tout le monde pour réussir à faire ça. La seconde chose, c'est qu'aujourd'hui, une partie non négligeable des fournisseurs de technologie vont essayer de bypasser les intégrateurs et les revendeurs traditionnels de l'IT. Un intégrateur, c'est pas juste quelqu'un qui prend de la marge, c'est quelqu'un qui connaît l'organisation du client final, qui connaît ses besoins, qui aligne ses intérêts dessus et qui va donc pouvoir aligner son intérêt là-dessus. Le point qui est très important, c'est que nous, on pense que les intégrateurs sont la clé pour obtenir l'accès au marché. Jamais on ne vendra de professional services. C'est le travail de nos intégrateurs. Nos intégrateurs, nos partenaires, sont là pour fournir le service. Ceux qui me connaissent depuis longtemps peuvent le savoir, j'ai longtemps tenu une boîte de service en parallèle de Clever. Pour être très clair, Clever, ça a mis 7 ans à rapporter de l'argent. Donc, on va être clair, hein, pour manger, il fallait qu'on ait du service à côté. Nous, on sait que c'est pas le même rythme. Vendre du service et vendre du logiciel comme on le fait, c'est pas le même processus, c'est pas le même rythme, c'est pas la même énergie. Donc ce que nous, on va vous proposer, c'est de dire, il y a des gens qui connaissent les clients, qui font les intégrations, qui ont ce rythme économique-là, et nous, on fournit la technologie, on fournit du support à ces gens-là. Et de l'autre côté, on va chercher toutes les petites boîtes technologiques qui ont une technologie pertinente à envoyer, et on va les pousser. On va également faire autre chose dans les intégrations logicielles, c'est qu'on va aller voir des grandes boîtes qui ont des produits qui sont en fait des activités, qui sont des conséquences de leurs autres activités, et essayer de leur proposer une stratégie business to developer en intégrant leurs produits dans notre chaîne de valeur, en le vendant sous forme d'API. Et ça va permettre d'offrir des relais de croissance à des grosses boîtes qui avaient des produits finaux, et nous, on va commencer à produire quelque chose d'autre à côté. Je ne sais pas si je suis clair dans ma façon de m'exprimer, mais vraiment, nous, on se voit comme s'intégrant dans une chaîne de valeur, et on n'est pas là pour disrupter cette chaîne de valeur. Pour promouvoir ça, je vous invite ce soir au lancement d'un programme qui est le programme Ambassadeur. Donc, on va commencer à avoir des gens qui ne sont pas des employés de Clever Cloud, qui sont connus pour mieux connaître nos technologies, qui sont des gens à qui on va offrir un certain nombre d'avantages. Notamment, on va leur permettre d'aller beaucoup plus facilement en conférence et promouvoir les activités Clever. Et c'est le programme Ambassadeur qui sera lancé ce soir et qui est promu par Horacio, notre VP d'Evrel. Et donc, du coup, je vous invite ce soir au lancement du programme Ambassadeur. L'autre chose qu'on travaille, et c'est un des gros leviers pour nous de construction technologique, c'est notre capacité à construire des consortiums et de la R&D. On le voit à travers certains produits. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a à peu près 1 an et demi, on a publié des appels d'offres qui disaient si vous voulez vous intégrer avec Biscuit ou Sozu, on est capable de vous donner 100 000 € de budget pour aller faire l'intégration. Ça, c'était un consortium qu'on appelle HyperOpenX, dans lequel il y avait 26 membres, si ma mémoire est bonne, de technologies françaises, qui promouvaient un certain nombre de technologies open source de construction du cloud. Et en cascading funding, on était capable de promouvoir les technologies open source et d'offrir du funding à des gens qui allaient faire les intégrations. Et par exemple, Autoroshi, puisqu'ils sont là aujourd'hui, a bénéficié d'une des enveloppes pour intégrer Biscuit au sein d'Autoroshi pour faire de la protection basée sur des biscuits d'une application. Aujourd'hui, on est membre de beaucoup de consortiums et on construit des consortiums parce que, comme je l'ai expliqué, pour être capable de rivaliser face à des boîtes intégralement intégrées verticalement qui font 200 000 personnes, il faut qu'on soit capable d'avoir la force de travail d'énormément de gens. C'est pragmatique comme réflexion. C'est pas une réflexion stupide de gens qui ont envie de taper de la sub ou je ne sais quoi. Ce qui fait qu'on fera l'Europe, c'est cette capacité à construire des consortiums. Aujourd'hui, on construit des consortiums qui sont européens pour répondre. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que ça porte des résultats? La totalité des projets qu'on livre sont intéressants. Et est-ce que c'est ça qui permet de construire l'Europe? C'est un petit peu la suite, si vous voulez, du projet Erasmus. Ça crée du business en commun des Européens, tout comme le projet Erasmus a permis aux gens de découvrir des cultures, voire de faire des enfants avec des gens d'une autre culture, et donc de faire des bébés européens, ce qui était, je pense, l'objectif sous-jacent un peu caché de cette opération-là. Et comme on est un héritage réel d'Erasmus chez Clever, vu qu'on a des membres de Clever qui sont clairement venus du reste de l'Europe grâce au projet Erasmus,
Nous, on va continuer d'essaimer la technologie au travers de sa construction de consortium et de R&D. On a une équipe entière faite pour ça, qui est une équipe essentiellement constituée de Sarah, qui est quelqu'un de très 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 pertinent, mais qui va continuer à construire et à faire progresser ces sujets-là. Aujourd'hui, on est devenu efficace à ces points-là, et si vous vous sentez, en tant que fournisseur de technologie, dans une idée de construction commune avec nous, faut pas hésiter à venir nous en parler, que ce soit à Arthur, à Sarah ou à moi, ou à Steven. Pour continuer à construire, on a commencé à dire, on vous reconnaît, vous êtes des utilisateurs Clever. Ça, c'est l'Académie Clever Cloud. C'est quelque chose qu'on a lancé qui permet d'être formé au processus de Clever Cloud et qui permet surtout d'aller voir des clients en disant vous pouvez acheter du Clever Cloud, j'ai de la compétence chez moi, j'ai tant de personnes certifiées. Donc les formations sont disponibles en ligne, mais ce sont des formations qui sont certifiantes, qui émettent un certificat comme quoi tu es réellement capable de faire du Clever. Donc là, la première a été mise en place, qui est la première certification Clever. On va en faire d'autres. Et notamment, parce que dans tout ce qu'on a, notamment on-premise, il y a un moment où on va vous dire, bah, nous, on n'est peut-être pas qualifiés pour manager vos infrastructures. Et dans ces cas-là, il faut qu'on puisse certifier que les gens à qui on le fournit sont qualifiés pour faire le boulot. Et donc, on a mis en place toute cette plateforme Académie qui est là pour certifier que des gens sont capables et cohérents là-dessus. Cette plateforme Académie, elle est également ouverte à nos partenaires. Si votre produit a besoin d'une infrastructure de formation et de certification, le academy.clever.cloud est là pour ça. Vous pouvez venir publier au sein de cette académie des nouvelles formations et donc les clients Clever et les partenaires Clever sont capables de se certifier dessus et d'avancer et c'est probablement une des meilleures solutions pour faire progresser les choses. Je peux d'ores et déjà vous dire que les formations et certifications Clever Cloud vont être intégrées à un certain nombre d'appels d'offres massifs d'achat de jour homme. Ce qui veut dire que pour nos intégrateurs, ça a une rentabilité directe d'assurer la certification des gens. Et si je ne m'abuse, on est à 180 certifiés. On a passé la barre des 200 certifiés Clever pour une certification qui a été lancée il y a 3 semaines. Donc voilà, la première certification est gratuite, mais je le dis pour notamment des gens qui voudraient lancer des produits certifiants, la capacité à certifier peut être payante dans certains cas et on peut également en faire une monnaie d'échange avec certains partenaires intégrateurs. Le cloud, c'est avant tout du logiciel. Et quand je dis ça, c'est que si vous ne l'aviez pas remarqué, c'est ni AOL ni Verizon qui dirigent le monde du cloud. C'est des boîtes de soft. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on demande à des boîtes d'infra de gagner dans le soft, dans le cloud, ça ne marche pas, parce que c'est avant tout un enjeu logiciel que de faire du cloud. Quand je dis cloud is software, ça implique quelque chose qui est chez nous très important, c'est la notion de versatilité. Clever Cloud, c'est la seule plateforme de cloud qui fonctionne à la fois dans nos régions, on a 13 régions dans le monde, elles-mêmes constituées de plusieurs availability zones, mais ça marche également on-premise. On-premise, ça veut dire que ça peut être sur les infrastructures du client, et je vais revenir sur les annonces possibles de ce qu'on peut faire on-premise, mais notamment, on est capable de recycler des vieilles infrastructures pour certains clients, parce que comme on a un cloud qui est très efficace, on est capable de récupérer, en clair, les vieilles daubes déjà rentabilisées dans la compta du client et de les faire fonctionner en cloud. Ça marche également en remote cloud. Remote cloud, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait tourner chez d'autres. Soit dans des zones privées, c'est ce qu'on fait aujourd'hui chez Outscale et c'est ce qu'on fait également chez Cloud Temple. Cloud Temple, c'est une zone qu'on va dire semi-privée, c'est une zone gouvernementale. C'est une zone qu'on a ouverte à la demande du gouvernement français et dans lequel n'importe quel contrat du gouvernement est capable de faire venir tourner des choses. Je le dis parce que ça peut intéresser nos intégrateurs de savoir qu'on a le droit d'aller mettre des choses dedans, donc des zones comme ça, mais ça peut être également des zones publiques. OVH, Scaleway sont deux targets pour nous de déploiement de cloud public sur lesquels vous pouvez aller. Mais également les hyperscalers. Clever, c'est une technologie qui fonctionne en cloud privé sur du Amazon, sur du Google, sur du Azure.
devrait fonctionner sur du Tencent, on ne l'a jamais testé, et il y a même des endroits sur lesquels, en fait, notre cloud public, c'est de l'hyperscaler, par exemple Oracle, au Middle East, en fait, on utilise derrière le cloud d'Oracle, et donc on est capable de, comme ça, d'assembler. Donc ça, c'est le remote cloud. Et pour finir, on a le edge. Le edge, c'est quoi? C'est la capacité de déporter les capacités de calcul au plus proche de là où on en a besoin. Des points de vente, des usines. Vous n'avez pas envie qu'une usine s'arrête parce qu'il n'y a plus de connexion Internet. Vous voulez que les infrastructures tournent dans l'usine, qu'il y ait une synchronisation avec le cloud, mais que si jamais on perd Internet, le truc continue à tourner. Et donc ça, c'est ce qu'on fournit en Edge, et j'en reparlerai dans le cloud industriel qu'on est en train de mettre en place avec certains très gros donneurs d'ordre. Cette versatilité, cette capacité à utiliser le cloud partout, elle est unique. Google sait pas le faire, Amazon sait pas le faire, Azure sait pas le faire. De l'autre côté, vous avez des vendeurs qui sont venus de ça. Red Hat, avec OpenShift, c'est ce qu'ils vendent. Mais si vous achetez pas beaucoup de consulting chez Red Hat, ça marchera jamais votre zone. Mais en plus, c'est pas capable de scaler à une capacité d'hyperscaler. Vous avez un OpenShift, reste un Kubernetes underlying, et vous n'aurez pas cette capacité multi-tenancy que peut vous offrir un Clever Cloud dans tous les cas. Donc aujourd'hui, ce positionnement versatile, c'est un positionnement sur lequel on est complètement unique et sur lequel il y a des conséquences qui ont eu lieu d'annonces qui n'étaient pas possibles il y a 6 mois à faire pour nous, mais qu'on peut faire aujourd'hui. La première chose, c'est la croissance de notre nouvelle infrastructure à Paris. On va passer de 3 AZ à 5 AZ. On est le seul cloud public à avoir 5 AZ sur une région européenne. Donc les 2 AZ supplémentaires de Paris ouvrent en janvier. Ça veut dire une résilience qui n'était pas permise autrement. Ça veut dire une efficacité financière qui n'était pas permise autrement et qui est évidemment répercutée dans notre discussion avec les clients. Mais donc, on va continuer à multiplier les AZ pour faire croître la capacité de résilience dans nos régions. Clever Cloud, c'est pas un réplica à la VMware. Clever Cloud, c'est rack aware. Ça veut dire qu'on sait où c'est dans le data center et on a passé beaucoup de temps au Fest à expliquer ce que voulait dire rack aware pour nous et ce que voulait dire faire du système distribué. Ce qu'on a le plaisir de vous annoncer, c'est qu'aujourd'hui, on ouvre 2 nouveaux data centers dans Paris. Ces 2 nouveaux data centers, ces 2 nouvelles AZ vont permettre d'augmenter la résilience et d'augmenter la quantité de zones qu'on va être capable de fournir. Donc ça, c'est un premier point qui est intéressant et qui nous permet de dire notre zone principale continue à être innovante et continuer à porter des choses qui sont pertinentes en termes d'innovation dans le cloud pour la résilience et le coût utilisateur. Tout ce qu'on a fait là-dessus continue à être HDH, donc un hébergement habilité de données de santé. C'est de l'ISO 9001 donc en termes de qualité, et c'est la famille 27001 en termes de management de la sécurité. Il y a quelques années, on a gagné un appel d'offres pour se préparer à faire Secnum Cloud. Donc on est en train de passer actuellement Secnum Cloud. On a un enjeu. Secnum Cloud a beaucoup été pensé pour des gens qui prendraient du matériel assez commun sur le marché et mettraient dessus du logiciel assez commun. Et donc c'est uniquement du règle de configuration. Nous, on est notre propre éditeur. Adapter Secnum Cloud à ce genre de cas est pas si simple, mais on travaille au quotidien pour l'adapter et fournir ça dans le cadre de Secnum Cloud. Pour autant, on sait déjà faire tourner Clever Cloud dans des zones Secnum Cloud. C'est ce qu'on fait chez Cloud Temple et chez OVH. On est capable de faire tourner du Clever Cloud dans des environnements Secnum Cloud avant que la totalité de Clever devienne compatible avec du Secnum. Je vais proposer à Steven de me rejoindre. Est-ce que tu veux parler de cette intégration-là qui est très intéressante parce que c'est de la versatilité? Bonjour à tous. Du coup, en fait, on a un micro main. Je pensais que j'allais devoir parler très collé à toi. Et c'est bon. Alors oui, on a dans l'objectif de versatilité que Quentin évoquait, qui est justement pour Clever Cloud d'être capable d'accompagner les besoins clients utilisateurs partout où ils sont, notamment Edge, on-premise, etc. Eh bien, on a différentes intégrations. La première, c'est celle-ci. C'est une gamme de produits qu'OVH lance qui permet d'avoir son propre cloud chez soi et donc d'avoir ensuite le provisioning sur lequel eux sont en contrat avec l'utilisateur final pour provisionner les serveurs aux besoins, etc. et d'avoir le dynamisme sur l'infrastructure. Dans les différentes couches de services qu'OVH fournit là-dessus, il y a effectivement le bare metal, qui est la couche
initial en dessous qui permet du coup d'avoir le côté infrastructure cloud à la maison, entre guillemets. Mais aujourd'hui, c'est vrai que pour un utilisateur final, ce qu'il cherche, c'est pas forcément, quand on cherche du cloud, c'est pas forcément juste l'infrastructure. Quentin l'a évoqué, le cloud, c'est du logiciel, et donc ce qui est attendu aujourd'hui, c'est tout ce qu'on bénéficie au-dessus de l'infrastructure. Donc, les services managés, les bases de données, le pass avec les runtime applicatifs, éventuellement du serverless, etc., etc. Et donc, on a travaillé avec OVH de manière à avoir une intégration de Clever Cloud sur OPCP. Et je crois que c'est la première fois qu'on l'annonce, hein, n'est-ce pas? Mais on a une intégration officielle sur laquelle on est en train de finaliser les choses. Mais on a booté il y a une semaine la première image Clever Cloud sur OPCP. Donc, c'est un travail en cours, mais qui permet. Tu veux dire un truc? Oui, je te Ah, pardon. Qui permet pardon, d'aller vers cette mission-là, qui est toujours d'accompagner les besoins là où ils sont, en versatilité, et notamment en edge ou on-premise. Alors là, j'ai une très bonne nouvelle aussi pour ce produit-là, c'est qu'il a déjà un client. Le Clever Cloud sur OPCP a déjà un client, je ne peux pas te dire qui, mais comme on a déjà un client, on garantit quelque part la livraison au quotidien de ce truc-là. Et donc, si vous regardez bien la keynote du Summit, on était la seule entreprise citée comme étant déjà intégrée au PCP par OVH. Donc, c'est un vrai travail qui est fait en commun entre OVH et Clever, sur lequel voilà, on se parle vraiment régulièrement avec eux et on travaille vraiment en bonne intelligence. Donc ça, c'est la première annonce. La deuxième chose, c'est qu'on a mis au point avec 2CRSI, qui est une entreprise qui construit des serveurs en France et qui est une très belle boîte qui construit des serveurs. On a mis au point un Clever Cloud On-Premise préchargé C2CRSI. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir avoir la capacité à commander des serveurs chez 2CRSI qui est livré avec du Clever Cloud préinstallé, pré-monté dessus. 2CRSI fournit des serveurs sur un format traditionnel ou sur un format Open Compute. Et donc, on est capable de construire ensemble une modèle hyper souverain de cloud et on continue à aller intégrer avec 2CRSI, notamment le semi-conducteur souverain européen qu'on est en train de travailler ensemble. Donc c'est un partenariat proche qui nous permet de construire de l'appliance avec 2CRSI. Donc ces deux exemples sont des exemples concrets d'effectivement comment est-ce que par écosystème, on peut, en travaillant avec des partenaires, répondre aux différents appels d'offres en y allant conjointement de manière, comme tu disais, écosystémique. Écosystémique. Également dans les zones, une des très très grosses entreprises européennes sur l'hébergement, c'est Ionos, qui est une entreprise allemande. Nous, on a contractualisé avec la partie Grande-Bretagne, et donc nous avons lancé il y a quelques semaines une nouvelle zone publique à Londres, basée sur les infrastructures de Ionos et intégrée dans Ionos, qui permettent de faire fonctionner en Grande-Bretagne du Clever Cloud en zone Londres. Et donc, on continue à déployer des zones Clever Cloud publiques et des zones avec des partenaires européens et on continue à croître. Donc ça, c'est l'autre grosse annonce, c'est le boulot qu'on est en train de faire avec Ionos. Et ce qui vient compléter du coup les zones existantes sur OVH ou sur Scaleway et qui nous positionne du coup dans une stratégie multi-cloud ou en tout cas une solution de multi-cloud au-dessus de cloud plutôt orienté infrastructure historiquement. C'est vrai que Ionos, il faisait de l'infra ou du web. Historiquement, OVH, pareil. Historiquement, Scaleway, pareil. Et ça nous permet du coup d'amener tous les services managés, quels que soient où soient vos clients directement. C'est également une nouvelle zone qu'on lance en Europe avec Deep. Donc Deep, c'est la filiale hébergement de la Poste luxembourgeoise. Donc en fait, au Luxembourg, la Poste, c'est encore les PTT. Ça fait la télécom, ça fait la collecte de taxes, ça fait même les drones militaires, ça fait beaucoup de trucs, la Poste au Luxembourg. Faut pas, ça n'a pas été divisé comme chez nous. Et donc du coup, avec Deep, on lance le trimestre prochain une zone bon, qui est déjà fonctionnelle, c'est juste qu'on peut pas la lancer en public parce on est oversubscribe dessus pour l'instant, donc on est en train de provisionner. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est pas facile en ce moment le hardware. Mais on est oversubscribe et on fait avancer. Et la zone luxembourgeoise permet donc d'obtenir au Luxembourg, au cœur de l'Europe, dans un environnement légal particulièrement pertinent, une zone Clever Cloud lancée en partenariat avec la Poste luxembourgeoise. Et donc, encore une fois, une possibilité souveraine européenne qui est offerte et qui permet d'utiliser Clever dans plus de contextes.
Vraiment, le point qui est important, c'est la versatilité, c'est cette capacité à déployer dans le cloud des autres, en partenariat, on-premise, en edge, ou alors dans un modèle qu'on appelle AirGap. AirGap, c'est quoi? C'est vraiment cette capacité à complètement se couper d'Internet s'il le faut. On y revient dans un instant. Le point qui est important et qui a occupé une partie non négligeable de nos équipes cette année, c'est que la versatilité de Clever, comme elle est unique, ça nous permet d'attaquer des marchés particuliers comme le cloud industriel. Ce qui est très important quand vous allez dans les industries aujourd'hui, vous apercevez que ils vivent pas dans le même temps informatique que nous dans le cloud. Ils ont effectivement des machines-outils qui ont été livrées en l'état, et si on y touche, on perd la garantie. Et donc, quand vous allez dans des usines, vous voyez des Windows 95, des Windows XP, voire plus vieux, et NT4. des NT. Et s'ils y touchent, s'ils se mettent à jour, d'une, ils perdent le support de leur fournisseur, et donc c'est un vrai problème. Pour autant, ce sont des machines qui historiquement sont trouées. Le modèle de Clever Cloud, c'est de patcher continuellement parce que le meilleur modèle de sécurité, c'est le patch continu. Pour autant, eh bien effectivement, on a du coup des situations industrielles dans lesquelles on a des machines potentiellement sensibles avec une informatique très exposée. Et donc, le réflexe qu'ils ont là-dedans, c'est de tout sursegmenter par machine, etc. Ça vous donne un résultat dans lequel il y a 3 à 4 000 VLAN par ligne de production, par site industriel. Or, ce qu'on cherche à avoir dans l'industrie, c'est aussi de la flexibilité, c'est-à-dire de pouvoir ajuster la ligne, rajouter un processus ou pas, l'enlever et être dynamique là-dedans. Et en fait, la conséquence des structurations réseau aujourd'hui de leur modèle industriel fait qu'ils n'ont absolument aucune flexibilité opérationnelle. Et donc, ce qu'on est en train de travailler avec, on ne peut pas l'annoncer aujourd'hui, mais soyez vigilants dans les mois à venir, c'est justement sur cette capacité d'amener toute la technologie de cloud dans l'industrie, de manière à avoir la flexibilité, mais aussi la sécurité et en plus la performance. Donc on est en train de créer une technologie de cloud, celle qu'on utilise en interne, pour l'adapter en edge. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que notre technologie qui repose sur des couches, très rapidement, mais le réseau cloud, c'est un overlay utilisateur, le réseau que vous voyez, qui repose sur un underlay sous-jacent. L'underlay du provider, vous le voyez jamais, ce qui est normal. Et bien là, on crée le même concept. Il y a un réseau sur lequel les machines Windows ne le verront jamais, mais on ne va pas être intrusif du point de vue du Windows XP. Et donc, on vient mettre un petit boîtier derrière qui package toute la technologie qu'on développe dans le cloud en Edge, de manière à opérer ça de manière transparente, tout en fournissant la flexibilité du cloud, la sécurité du cloud, mais aussi la performance, puisque du coup, ça leur permet de moderniser tout ça, tout en gagnant en vélocité dans leur processus industriel. Peut-être pour donner aux gens du concret, dans nos projections financières de ce qui est déjà signé, on est à peu près certain de faire un tiers de notre chiffre d'affaires sur du cloud industriel l'an prochain. C'est pas un petit sujet pour nous, c'est vraiment un gros sujet. Ça a été signé avec quelques acteurs, mais les quelques acteurs qu'on a signés, c'est des très très gros enjeux. Et fondamentalement, on est parmi les seuls à pouvoir le faire. Donc vraiment, c'est un enjeu qui est intéressant, c'est comment on rend le cloud une plateforme industrielle. Et à l'heure de l'IA et de la robotique, on est juste au démarrage de ça. Euh, Attends, juste un petit point important là-dessus, c'est qu'effectivement, comme le dit Quentin, on n'est qu'au démarrage. Vous voyez tous des vidéos de robots en ce moment qui progressent un peu, etc. C'est encore très amusant, mais il y a déjà des usages très concrets. Entre l'IA qui automatise du software d'un côté et la robotique qui automatise d'autres process de l'autre, tout ça s'articule par une plateforme de cloud capable d'opérer en edge sur site industriel, etc. Et c'est là où on devient du coup cet acteur assez incontournable sur lesquels la plupart des sites industriels auront ce besoin d'avoir cette intégration des softs de cloud, des capacités de cloud sur site. Ça va également avec AirGap. Donc AirGap, ça permet de faire fonctionner Clever dans un environnement où on n'a jamais accès à Internet, avec des procédures de sécurité pour obtenir les mises à jour d'accès aux images d'OS, aux repositories, au Clever Cloud en lui-même, les logiciels des gens.
Et donc tout ça, c'est quelque chose qu'on a. On va continuer à embarquer des partenaires, notamment il y a une technologie venue des Pays de la Loire qui est très très intéressante pour faire les mises à jour dans le cadre d'un AirCap. On continue à onboarder des partenaires pour ce genre de module complètement sécurisé. Ce qui est très important, c'est que comme Clever Cloud est versatile, vous avez la totalité des fonctionnalités de la plateforme dans tous les modules. En cloud, en remote cloud, en AirGap, en Edge ou en on-premise. La totalité. Il y a deux manières de voir l'air gap aujourd'hui. C'est effectivement soit la capacité pour le client final d'opérer lui-même la plateforme, soit même de l'opérer déconnecté. Et pour ça, ça nous a amené à créer un nouveau produit, qui n'est pas le produit cloud, Clever Cloud que vous connaissez, mais c'est un produit qu'on vend à ces partenaires-là, soit industriels, soit pas, hein, d'ailleurs, ça dépend des typologies de déploiement, dans lesquels on vient livrer des choses pour que lui-même puisse les déployer et opérer. Donc ça, c'est un travail qui nous a beaucoup occupé sur l'année 2025 et qui est en train de porter ses fruits. Et du coup, vous verrez apparaître la certification qui permet de dire qu'on laisse des gens qui ne sont pas de chez Clever Cloud opérer du Clever Cloud. Donc vous voyez, tout se tient et on continue à faire progresser l'ensemble de ces produits-là et de ces enjeux. Peut-être je te laisse parler des produits un instant. Eh bien, faisons effectivement un petit point, merci Quentin, sur les produits. Euh, Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui utilisent du KMS, pour Key Management System? Il y a quelques mains qui se lèvent. C'est un des produits qui nous a été beaucoup demandé et qui nous a presque été même sponsorisé par un client qui s'appelle l'ANSI, qui avait besoin effectivement d'intégrer des processus de gestion de secrets, de clés, sur une région un peu dédiée. Et à l'époque, il nous disait, en fait, nous, il y a un truc qu'on aime bien, c'est HashiCorp Vault, on l'utilise, etc. Mais personne n'arrive à nous le vendre. Puis on leur a dit, bah oui, parce qu'en fait, c'est à cause de la licence. La licence faisait qu'effectivement, c'était pas vendable par un cloud provider autre que HashiCorp. Alors, ils viennent d'être rachetés, donc on va voir ce que ça va donner. Toujours est-il que le sujet a été forqué, donc bon, aujourd'hui, il y a une alternative. Ce sujet-là nous a amené aussi la conviction que, en fait, on avait toutes les technologies pour fournir ce service en capitalisant sur les fondations qu'on avait développées sur le serverless. Je vais proposer à Yannick de me rejoindre. Yannick a été l'architecte de cette solution. Je te donne celui-là, peut-être. Bonjour à tous. Alors, voilà. Merci Yannick de me rejoindre. En fait, on a effectivement développé le KMS dans un but qui était assez simple, c'était celui de gérer soit des secrets pour l'utilisateur, soit de donner la capacité de gestion déléguée aux clients finaux. Comment est-ce qu'aujourd'hui on garantit l'intégrité de ce qu'on va mettre dans le Key Management System de manière à ce qu'on ne perde pas les secrets des utilisateurs? On utilise comme backend de storage une technologie qui s'appelle FondationDB. FondationDB, c'est ce qui permet de stocker toutes les métadonnées de ce que vous allez stocker dans iCloud. Donc à chaque fois que vous allez créer une image, blablabla, vous allez avoir toutes les informations de date, machin bidule, qui vont être stockées dans FondationDB. Et vous pouvez imaginer que iCloud, c'est un volume qui est immense et un besoin de résilience qui est aussi très important. Et du coup, Apple se base sur cette technologie pour être capable d'assurer la sécurité des données. Et FondationDB, c'est une technologie qui est super intéressante parce qu'elle a été créée d'une manière très intéressante qui consiste à avoir une base de données qui a été simulée, mais c'est quelque chose qui va être plus développé dans l'après-midi, donc je ne vais pas non plus trop développer. Et du coup, nous, sur la construction de ce KMS, on a construit par-dessus FondationDB, ce qui nous permet d'avoir un modèle qui va être high availability et résilient pour les données. La grande force effectivement de cette solution, c'est de savoir bien gérer la transactionnalité de la donnée pour avoir une très bonne intégrité et une persistance de la donnée. C'est effectivement un socle fondationnel pour nous, qu'on utilise beaucoup à la fois pour Materia, mais aussi pour d'autres besoins. Et on collabore notamment avec Apple sur la technologie ou Snowflake, qui est aussi un gros utilisateur aujourd'hui. Alors, on est quand même sur un sujet un peu sensible, cryptographique, etc.
on dit souvent, en fait, si tu veux bien faire de la crypto, en fait, commence par ne pas réinventer la roue. Qu'est-ce qu'on a fait là-dessus, nous? Est-ce qu'on est allé réinventer des choses ou dis-moi tout. Ah non, pas du tout. On est parti de l'état de l'art. On est allé sur le standard TLS 1.3. Et du coup, on a été récupérer le modèle cryptographique qui s'appelle SHA-20 Poly 1305. Là, on a perdu la salle, je crois. Exactement. Mais c'est important quand même d'être précis sur ce qu'on va utiliser. Et du coup, c'est quelque chose qui nous assure que les données qui vont être stockées dans le KMS ne peuvent pas être corrompues ou lues si elles sont chiffrées. Dernier point, Yannick, c'est disponible quand on commande le produit, il est disponible sous combien de temps? Instantanément. On est dans un modèle serverless. Donc, vous commandez le produit et instantanément, vous avez la disponibilité du service pour commencer à l'utiliser de manière totalement autonome. Et comme Steven l'a dit, c'est de l'API HashiCorp Vault. Donc, c'est quelque chose qui va être utilisable dans vos workflows de travail habituels. Merci Yannick. Donc pour terminer sur ce produit-là, on a effectivement deux manières d'utiliser le KMS aujourd'hui. Nous, on l'intègre de manière transparente pour nos utilisateurs. Les variables d'environnement que vous avez, en fait, ça devient des secrets qui étaient chiffrés par ailleurs dans une database, mais qu'on est en train de mettre dans le KMS directement. Et vous verrez progressivement une autre section pour gérer vos secrets directement au travers de la console qui va reposer directement sur le KMS. Là-dessus, vous aurez deux façons de le gérer. C'est soit vous nous déléguez l'usage, soit vous le gérez vous-même. Si vous le gérez vous-même, ça veut dire que vous serez aussi responsable de déverrouiller ou verrouiller votre coffre. Donc, à grand pouvoir, grande responsabilité, n'est-ce pas? Le dernier point là-dessus, c'est qu'on a pas mal de fonctionnalités qui arrivent, c'est-à-dire qu'on est en train d'étendre l'API pour s'intégrer aux standards de type CAMIP, etc., pour avoir justement les intégrations écosystèmes autour du KMS. Et tout ça est disponible déjà en alpha privé. Si vous voulez tester, n'hésitez pas à nous contacter. Et on a la bêta publique qui est en train d'arriver très bientôt, d'ici quelques semaines. Donc si jamais vous attendez la bêta, c'est pour très bientôt. Le deuxième focus produit, c'est que historiquement, c'est un produit qu'on avait construit il y a assez longtemps, sur lequel on va être assez honnête, pas très rapide à le sortir de bêta. Pour autant, donc Pulsar, c'est une solution de messaging unifiée, c'est-à-dire qu'elle permet de combiner à la fois du messaging de type PubSub. Donc le PubSub, c'est quoi? C'est j'envoie une donnée, je souscris à la donnée, mais aussi du queuing. Le queuing, c'est à l'inverse de venir dire je vais dépiler des tâches et je viens acquitter tâche par tâche en fonction de quand je les ai terminées. Et donc c'est une solution assez novatrice qui permet de faire ça et qui est très intéressante et qui permet à la fois de traiter à très haute vélocité une file de messages. Donc si vous connaissez Kafka par exemple, c'est une sorte de Kafka sous stéroïdes et qui a des particularités intéressantes puisqu'elle a des capacités d'isolation fortes qu'on gère pour vous de manière transparente, mais vous pourriez quasiment nous demander à avoir des brokers privés dédiés à vous tout en ayant une expérience serverless sur le produit global. Donc, il y a certains utilisateurs pour lesquels on vient les parquer parce qu'on fait ce boulot-là, nous, de dire, bon, là, ils sont dans un usage sur lequel on va aller les isoler un petit peu. Mais pour le coup, c'est une technologie qui a ça built-in, donc construit directement. On a aussi l'intégration de Clever IAM au sein de Pulsar, avec des biscuits qui permettent de faire l'autorisation sur les productions de données ou la lecture. Et donc, on est déjà intégré Clever IAM sur ce produit-là historiquement. Ça a été même le premier produit, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, c'est un écosystème qui est très riche, avec plein de clients dans différents langages, etc. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment une brique fondationnelle, surtout quand on a des architectures microservices, de manière à avoir ces services qui discutent entre eux, etc. Et un des aspects très intéressants de cette techno-là, c'est que vous avez la capacité de gérer de l'offload. Si vous voulez gérer de la rétention des messages pendant 10 ans, parce que légalement, vous devez les garder 10 ans, vous êtes capable de dire, je garde un mois à chaud,
mais tout le reste, je le mets sur Object Storage. Donc en plus, ça vous coûte pas grand-chose, parce que ce qu'on va vous facturer derrière, c'est le prix de l'Object Storage. Donc, produit très intéressant et qu'on a fait mûrir dans notre gestion en ayant beaucoup plus d'opérateurs qui automatisent l'opération de ce sujet-là. Et donc, ça nous permet aujourd'hui d'être en mesure de vous l'offrir en sortant de bêta sur cette fin d'année. Donc, on est très content de pouvoir faire reposer de plus en plus de workload utilisateurs sur ce sujet-là. Un dernier sujet, d'ailleurs, sur Pulsar, c'est aussi, on parlait du Edge ou on-prem, c'est sa capacité à avoir la géodistribution du service. Vous pouvez produire localement sur site et avoir une réconciliation des données vers le cloud pour avoir de la BI, de l'analytique ou autre, mais en ayant l'opérationnel sur une instance de Pulsar qui est déportée. Un troisième service qui sort également de bêta, ce sont les network groups. Alors, qui connaît les network groups? Ah bah, c'est bien. Quasi tout le monde, je crois. Peut-être. Qui ne connaît pas les network groups? Quelques mains. Eh bien, je vais le présenter rapidement, mais effectivement, c'est un produit sur lequel historiquement on avait travaillé à l'intégration dans Clever et on a accéléré son déploiement au travers de l'entièreté du catalogue ces derniers mois. Le concept des network groups, c'est ce qu'on appelle du mesh network topology. Donc, vous voyez le petit schéma à droite, c'est tous les services communiquent directement entre eux. Et on s'est dit, mais en fait, quitte à créer du networking privé, pourquoi on ne le ferait pas de manière chiffrée, puisqu'on pourrait le faire? Et donc, on a réutilisé WireGuard, qui est une technologie qui est assez connue de tunneling pour ça, et qui a des niveaux de performance qui sont les meilleurs en termes de tunneling. On n'a pas réinventé la roue, pardon. Et donc, on crée un mesh network, c'est-à-dire que tous les services s'auto-connectent entre eux, et de manière sécurisée. Et comme c'est du WireGuard, vous avez la capacité d'étendre votre réseau privé en dehors de Clever Cloud. Donc vous pouvez le faire sur un autre provider, sur votre machine personnelle si ça vous plaît. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir une application dans le cloud avec un port d'administration qui n'est pas exposé sur l'API publique et vous y connectez au travers d'un tunnel sur votre laptop. Si vous connaissez des Tailscale, des Nebula Network ou ce genre de choses, c'est quelque chose qui est très équivalent, sauf que là, c'est intégré nativement dans le produit avec les applications, les bases de données, etc. C'est un produit qui est aussi très intéressant si jamais vous faites du service distribué, parce que vous avez la capacité via le DNS de faire du discovery sur les différentes instances. Quand vous avez un auto-scaling par exemple de vos instances, vous allez avoir 3, 4, 10, 40, je vous le souhaite, instances en parallèle, et ça vous permet d'avoir par le DNS la découvrabilité du coup de la grappe d'instances que vous avez derrière. Et donc vous avez cette capacité de dire ok, bah, je souscris à ces infos-là, où je viens les mettre à jour régulièrement et je découvre tout ce dont je peux bénéficier tout en étant à plat dans le réseau. Et donc également, on sort de bêta, on est arrivé en maturité et on a une bonne stabilité sur le service, donc on passe en GA. Il y a un autre produit sur lequel on a eu pas mal de demandes ces dernières années, c'était l'infrastructure as code. Donc on avait commencé initialement il y a également quelques années, mais aujourd'hui on arrive à un support qui est quasi complet, si je dis pas de bêtises, au sein de la plateforme. Et en termes d'infra as code, on est parti sur un support de Terraform qui était très demandé, ou OpenTofu. Tiens, pour mon information, qui utilise Terraform dans la salle? Et qui utilise OpenTofu? Très bien. Donc, alors, très rapidement, pour Terraform, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'idée d'avoir un plan d'exécution pour dire, voilà, provisionne-moi ces services-là et de pouvoir le répliquer sur d'autres environnements, etc. L'attrait de l'intégration verticale de Clever, c'est que quand vous avez un service qui tourne dans le cloud Clever, bah, il est disponible partout. Et donc, vous avez la capacité de déployer à la fois sur OVH, sur Scaleway, ou demain sur OPCP. Donc, partout où il y aura du Clever, en fait, tous les services seront disponibles. Donc, il y a une vraie capacité de gérer du multi-cloud et d'avoir ce moyen unifié, quelque part, de provisionner.
Au travers de l'intégration Terraform, eh bien, vous gagnez également l'intégration d'un produit qui s'appelle Cycloid. Alors c'est assez mal nommé, ça s'appelle aussi un IDP. Donc il y a deux classes de logiciels qui s'appellent des IDP, mais IDP ici pour développeur portal. Et donc Cycloid, c'est quelque chose qui se construit par-dessus Terraform, qui gère Terraform pour vous quelque part. Et Clever Cloud a une intégration Cycloid directement dans le produit. Alors dans le produit Cycloid. Ensuite, on a développé Keycloak en partenariat avec Please Open It, qui nous permet du coup d'avoir le seul Keycloak mondial, il me semble, à avoir l'autoscalabilité et la haute disponibilité du service. Donc pour le faire, on a reposé notamment sur les network groups, de manière à avoir justement le clustering et la synchronisation des sessions, ce qui vous permet d'avoir un Keycloak très haute performance, de qualité, avec le cycle de vie géré, etc. Donc vous n'avez rien à gérer en fait sur ce produit-là, juste à aller intégrer vos applications avec Keycloak, qui est un standard du domaine, pour faire de l'IAM, hein, je ne l'ai pas précisé pour ceux qui ne l'ont pas, mais, et sur laquelle vous pouvez ensuite venir fournir vos thèmes euh, personnels, la customisation, les plugins qu'il vous faut, etc. Et donc ça vous permet d'avoir une bonne intégration à votre écosystème fonctionnel au sein de votre entreprise. Et tout ça se déploie évidemment également en infra as code. Un autre point sur lequel on a beaucoup travaillé ces derniers temps, c'est l'intégration d'Authoroshi. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Authoroshi dans la salle? Ouais, c'est bien. Authoroshi, si c'est de l'API Gateway. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à aller voir le stand Cloud Appim, sur lesquels il y a notamment les développeurs du sujet qui seront présents. C'est un logiciel qui est né pour un besoin chez Maïf. Comment? Sur le stand Clever Cloud, me dit-on. Pardon, ils sont avec nous. Ils font partie des partenaires justement qu'évoquait Quentin, avec qui on construit. Donc voilà, il prend son origine chez Maïf, dans un besoin qui était celui de protéger les socles applicatifs, être capable de faire du reverse proxy, mais avec des règles potentiellement de ce qu'on appelle de WAF, de Web Application Firewall, ou voilà, de couches de sécurité au WASP, ce genre de choses. Et donc aujourd'hui, il est possible aussi d'avoir du support sur ce logiciel pour des besoins qui peuvent être spécifiques chez vous, au travers de ClamAPI. En termes de fonctionnalités, alors j'en ai listé quelques-unes, mais c'est tellement riche. Je vous invite à aller voir sur le site d'Authoroshi la page de fonctionnalités, mais c'est assez bluffant. Il y a des contributeurs qui sont ici dans la salle qui ne chôment pas, manifestement. Et donc voilà, ça vous permet de gérer de l'authentification sur vos socles applicatifs en amont de vos applications. Ça vous permet de gérer du canary testing, du fail to ban, pour avoir justement sur des échecs de connexion une sorte de protection réseau qui est positionnée automatiquement, d'avoir de la gestion de quotas, de throttling, du reporting aussi d'usage, etc., etc. Alors évidemment du reverse proxy et du load balancing applicatif avec plein d'options de distribution de trafic. Donc c'est très très riche et donc ça tourne nativement sur Clever Cloud également en tant que service dit add-on, c'est-à-dire vous pouvez souscrire au produit Authoroshi et bénéficier de son intégration devant vos applicatifs. Et donc j'ai parlé de l'OWASP. Alors un petit mot sur le React to Shell, puisque du coup c'est effectivement une des attaques qui est sortie le 4 décembre, si mes souvenirs sont bons, et pour lesquelles il y a déjà une solution de mitigation au sein d'Authoroshi. Donc vous voyez que c'est très réactif. Et il y a un autre plugin qui s'appelle le plugin LLM, donc Authoroshi LLM, qui permet d'avoir toute la logique de traitement des endpoints d'IA au sein d'Authoroshi en termes de reverse proxy. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes capable de dire, je définis mes providers, mes modèles, etc. Et je vais dire telle population a droit d'aller sur tel ou tel modèle, etc. Donc, je passe vite dessus parce qu'on y revient un peu plus tard. Et voilà, au sein de la plateforme Clever, c'est vraiment ce qu'on appelle le go-to API Gateway. J'ai jamais trouvé un utilisateur qui m'a dit, il me manque quelque chose dedans. Ah bah tiens, voilà, en fait, j'aurais dû enchaîner direct sur la Clever AI.
Donc, Clever AI, qu'est-ce que c'est? Alors, qui ne connaît pas Clever AI? Il y a un peu de monde. Bon, je vais faire mon travail. Alors, Clever AI est né d'une situation où on s'est dit, et nous-mêmes on se l'applique, comme l'a dit Quentin, on est dans des processus de certification, de conformité, etc. Et à un moment donné, on s'est dit, alors c'est sympa tout ça, mais là on commence à faire de l'IA parce que bah, effectivement nos métiers se transforment. On s'est dit, mais là, les gens, comment ils répondent à leurs enjeux de conformité avec de l'IA? Parce que moi, dans les enjeux de conformité que je vois, il y a les notions de comment vous assurer de la non-fuite de données, de la préservation, d'identification de qu'est-ce que vous envoyez chez quel partenaire, etc. Et là, je me suis dit, mais en fait, l'IA dans son usage actuel, c'est du shadow AI. Il y a eu le shadow IT qu'on a un peu résolu. Et là, aujourd'hui, il y a un shadow AI qui est clair, sur lesquels on s'est dit, bon, on ne va pas aller faire de l'entraînement sur des modèles. On pourrait, hein. On a beaucoup de machines, etc. Mais non, on peut pas. On peut pas lutter sur l'entraînement des modèles fondamentaux. Euh, vous avez sans doute vu les budgets que ça représente de faire de l'entraînement sur ce genre de choses. Donc on s'est dit, on va pas aller sur ce terrain-là. Sur la performance de l'inférence, bah, en fait, on a de très bonnes relations avec des boîtes comme ZML, par exemple, qui font ça très très bien. Donc on s'est dit, autant bosser avec eux et en fait, on les intègre technologiquement à notre plateforme et on y gagne. Par contre, il y a un truc sur lequel on n'avait pas vu de solution, et c'était comment on bute le shadow AI, comment on canalise l'usage. Et donc on s'est dit, mais en fait, c'est ça qu'on a besoin de faire. On a besoin de créer une plateforme qui permet de dire, voilà, je vais créer mes endpoints et je vais mettre des politiques dessus. Ça, c'est une des fonctionnalités, de dire telle population a droit à tel provider ou tel modèle, etc. Le deuxième point, c'est que l'IA devient effectivement un sujet plus seulement expérimental. Donc ça devient un sujet très opérationnel. Si c'est un sujet opérationnel, ça veut dire qu'il vient avec une qualité de service nécessaire. Il y a des SLA, etc. Si vous mettez une IA derrière une API, si le modèle ne répond pas, si le provider ne répond pas, qu'est-ce qui se passe? Votre API ne répond plus? Ce n'est pas acceptable. Donc en termes de SLA, Clever AI vous permet d'avoir cette capacité de dire, bah voilà, j'ai du rejeu, donc de la retriability, pour justement être en mesure de dire, bah, si j'ai pas de réponse de ce provider, je bascule sur une stratégie de fallback. Si jamais, effectivement, vous avez un usage qui dépasse un peu vos attentes, vous avez la capacité de gérer les quotas, les budgets, d'avoir l'auditabilité de qui a fait quoi, quand, etc., d'avoir la gestion centralisée de vos dépenses en termes d'IA. Donc tout ça, ce sont les sujets sur lesquels on s'est dit, OK, bon, on a besoin effectivement de regagner du contrôle sur l'usage tout en le favorisant. C'est-à-dire que le but, c'est pas de l'interdire, mais c'est de le permettre dans un cadre d'entreprise. Et donc, est né Clever AI sur ce besoin-là, qui a un paquet de fonctionnalités. Donc, j'en ai parlé de quelques-unes. Donc, effectivement, la capacité d'audit log, les SLA, le rejeu, la définition des endpoints, le fallback. Et il est aussi multimodal en ce sens qu'il permet de travailler sur du texte, de l'audio, de la vidéo. Et donc, il est très complet. Et vous pouvez l'utiliser, du coup, alors, à bon escient, n'est-ce pas? Mais sur la plupart de vos besoins en termes de modèle ou de provider. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Ah oui, bah, l'environnement, évidemment. Vous avez la capacité, via Clever AI, d'avoir une mesure d'impact sur votre usage de l'IA. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, souvent, il y a des gens qui viennent me voir. Oui, les problématiques de RSE. Bon, des fois, il y a des petites feuilles vertes sur certains sites web. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais voilà, tout le monde travaille un peu à essayer de mesurer les choses. Eh bien, Clever AI vous permet d'avoir une idée de votre consommation et de votre impact en termes d'impact environnemental. Clever AI repose sur Autoroshi qu'on a vu avant. C'est-à-dire que Autoroshi, vous pouvez l'avoir de manière indépendante, en tant qu'instance pour vous-même. Mais dans Clever AI, on l'a masqué et on a créé une expérience clé en main qui vous permet du coup de masquer potentiellement de la complexité si vous ne voulez pas la gérer. Voilà, maintenant tout le monde connaît Clever AI dans la salle. Alors, j'en ai parlé juste avant. Donc, effectivement, ZML et SpinCloud sont deux partenaires sur lesquels on travaille de manière à construire cet écosystème. Je vois que Quentin me rejoint. Je pense qu'il a plein de choses à dire sur le sujet. Mais je vais te laisser.
Non, en fait, c'est plus, donc Ah non, te SpinCloud, bats. on a annoncé au sommet franco-allemand sur la souveraineté technologique en Europe, on a annoncé le partenariat avec SpinCloud. SpinCloud, c'est une société allemande qui produit de semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, pour l'instant, sont gravés en Allemagne, seront bientôt gravés par TSMC pour des raisons de faut graver plus fin. C'est des puces qui permettent de faire tourner des modèles d'IA de façon beaucoup plus efficace. Pour faire court, le GPU, c'est pas fait en fait pour faire tourner des LLM. Il se trouve qu'on peut faire tourner des LLM sur un GPU, mais en vrai, c'est assez du gâchis. C'est un petit peu, c'est un petit peu comme si pour battre vos œufs, vous utilisiez une défonceuse à béton sur lequel vous bricolez le fait de mettre votre fouet. Ce sera pas efficace. Vous voyez ce que je veux dire? Il vaut mieux utiliser un batteur à œufs pour ça. Et ben ça, c'est l'idée qu'il y a avec SpinCloud. Donc on est en train de les racker dans les AZ. Et donc on va fournir cette première génération de DPU, sachant que c'est la première génération de DPU avec lesquels on travaille en Europe, mais on a d'autres DPU qui vont arriver. Sur la première génération de leur puce, on fait un x18 d'efficience par rapport au GPU de chez Nvidia. Et sur la prochaine génération, on fera un x78. Sachant qu'on est également parti à la chasse, avec ZML, on est parti à la chasse aux performances d'un point de vue software. On vise de vraiment cruncher le coût au token des modèles et d'être de plus en plus efficace sur ces points-là. Donc c'est un des enjeux qui est très important. Et évidemment, tout ce qu'on est en train de fournir là-dedans sera également possible à acheter on-premise dans ce qu'on construit avec 2CRSI. Donc on a une stratégie globale pour créer des pods d'inférence hyper efficaces et souverains en Europe. Et ZML, ils font quoi? Ils font la performance de l'inférence en rasterisant un peu la façon dont fonctionnent les modèles d'inférence dans l'IA. Je vous propose de le filer, parce que de toute façon, on en reparle après. Oui, Et on a oui. notamment une table ronde qui arrive. Et venez nous voir aussi si ce sont des sujets qui vous intéressent en détail, mais c'est une bonne illustration de l'écosystème qu'on crée qui permet pour autant de faire de l'intégration verticale avec les bonnes compétences des gens au bon niveau intégrés sur Clever. C'est beau le slide blanc. Je sais pas ce qu'il faut sur ce slide. Il y a peut-être un slide qu'on n'a pas fait. Alors, on a aussi, alors je ne sais pas si vous connaissez la suite numérique de l'État. Je vous invite à aller voir sur YouTube, peut-être sur d'autres plateformes, mais ils ont fait une keynote dans laquelle ils détaillent tous les produits de leur suite. Donc, il y aura un sujet en détail sur ce point-là, donc je ne vais pas aller en détail, mais sachez que Clever est la solution sur laquelle on est en train d'intégrer toutes les briques de la suite de l'État, Docs, Grist, Visio, etc. De manière, fichier également, de manière à avoir justement toutes ces briques-là qui tournent nativement sur Clever pour l'avoir en clic, en un simple clic. Et donc, on accompagne aussi la souveraineté et l'autonomie quelque part des agents de l'État dans leur stratégie de regain de contrôle sur leurs données, ce qui est très important. On va pas aller faire de politique là maintenant, mais vous imaginez bien ce qui se passe quand vous avez tout votre SI étatique qui se retrouve chez un provider que je ne nommerai pas, mais ça vous enlève beaucoup de latitude dans les négociations outre-Atlantique. Donc voilà, c'est vraiment une initiative qu'on encourage et on est content d'accompagner l'État sur ces choix-là et en fournissant le socle de cloud pour faire tourner cette suite-là. Deux informations. À chaque fois que vous commandez chez nous ce genre de logiciel open source, nous, on a toujours un deal de revenu sharing. Donc, vous bénéficierez toujours de la version entreprise de ce genre de logiciel et vous serez toujours en train de financer la personne qui crée ces logiciels-là et pas de la spoiler comme le peuvent le faire un certain nombre de cloud providers. On est vraiment sur un modèle de revenu et de partage. La deuxième information sur ces enjeux-là, c'est que tout ça, c'est des choses qui sont commandables également au sein des marchés publics, que ce soit de l'UGAP ou de Gigalis, avec lequel nous avons des conventions de vente, donc on est capable de le vendre à n'importe quel établissement public. Rapidement, peut-être Grist, vous pouvez rencontrer Anaïs et son équipe aujourd'hui sur le salon. Grist, c'est une solution
qui est entre le Excel, le Airtable ou le Access, si vous voulez, et qui vous permet de gérer de la data et qui va vous permettre de faire fonctionner un enjeu de calcul de base de données dans le cloud en vous affranchissant effectivement d'une partie du logiciel Microsoft. Et ça, c'est full intégré et on a déjà fait les premières grosses ventes, notamment au service du Premier ministre. Donc ça, c'est un logiciel, pareil, on va propulser et c'est encore un partenaire. De manière générale, il faut, si on veut réussir à avoir une capacité à vendre autre chose que le capitalisme de surveillance, que un modèle illibéral, il faut être capable de travailler ensemble. Travailler ensemble, ça va être cette capacité à fournir le même service. Nous, on va toujours essayer de fournir une version open source où on travaille avec l'éditeur. On va toujours essayer de fonctionner avec un intégrateur qui emmène chez le client les bonnes pratiques et les bonnes façons de faire. L'enjeu, pour moi, il est qu'on travaille ensemble et à plusieurs. Grosse boîte, petite boîte, service de l'État, client, État dans d'autres pays également. À chaque fois, on va construire une façon de travailler à plusieurs. Et c'est comme ça, c'est cette façon écosystémique que Clever Cloud a de travailler qui sera le futur. Je vous remercie à tous pour votre attention et on a le temps pour quelques questions. Merci encore. Est-ce que quelqu'un a une question? Tout d'abord, merci pour cette présentation qui montre bien votre stratégie. Mais les clients dans tout ça, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous segmentez vos clients alors, c'est peut-être pas l'objet de cette présentation-là, mais... Non, c'est une très bonne question. Donc, la première chose, c'est que, à la différence de beaucoup de des boîtes similaires sur le marché, nous, on est une boîte qui s'est construite sans investisseurs et donc on est rentabilisé par nos clients. On a des clients dans 120 pays dans le monde qui vont de toutes petites entreprises à des très très grosses, voire à des trucs quasi étatiques, voire des États eux-mêmes. Donc on travaille avec le secteur banque-assurance où on est très bon. On a beaucoup d'anciens du secteur banque-assurance chez nous. On a des clients historiques dans ce sujet-là, des clients comme Maïf, des clients comme la BNP, des clients comme Arkea. On fait grossir ces secteurs-là et on est en train de rentrer là des nouveaux clients dans ce secteur-là. On a les sujets industriels. Attenant au sujet industriel, on a beaucoup de défense également, parce qu'on est capable d'offrir une confidentialité et une souveraineté que d'autres ne sont pas capables de fournir. Et on a le secteur énergie également qui est en train d'arriver très fort chez nous. Et après, on a des secteurs extrêmement variés, des trucs dont tu as entendu parler, tu vois, des trucs comme Signal Conso, c'est chez nous, des trucs comme la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est chez nous. Enfin, ce genre de choses pour l'État, qui sont des gros machins, en fait, sont maintenant par défaut chez nous. On a une des plateformes de déploiement principales des incubateurs de l'État, par exemple en France. Et puis après, à l'étranger, ça va dépendre. Au Maroc, on a des gros deals avec l'OPCP, donc l'Office chefferie du phosphate, par exemple. On a un énorme groupe bancaire qui n'est pas connu ici, mais qui est 50 banques et assurances en Afrique de l'Ouest, qui est le groupe NSIA. Donc en fait, à chaque fois, on va construire. Ce qui est intéressant vraiment, c'est qu'aucun aucun client chez nous ne va représenter plus de 8 à 9% de notre chiffre d'affaires. Donc on a une base de clients qui est hyper résiliente et on est dépendant de absolument personne. Tout comme on n'est pas dépendant d'investisseurs, notre vision, c'est vraiment construire une boîte aussi résiliente que notre produit. On est aussi certifié HDS, du coup il y a un engouement sur la santé, notamment parce que notre certification couvre aussi l'entièreté de la plateforme Clever, tous les services. Je rajouterais, par rapport à ce que dit Quentin, qu'effectivement, historiquement, on était une plateforme de PaaS, de plateforme as a service, donc très orientée développeur, et ce qui a la particularité de toucher effectivement du petit développeur tout seul, du freelance, de la start-up, etc., mais aussi tous les grands groupes qui sont convaincus de la bonne expérience nécessaire pour leurs développeurs en interne, puisque qui dit meilleure expérience de développement dit meilleure vélocité, etc. Donc historiquement, on avait vraiment ce grand écart entre du gros client enterprise et du petit client.
Mais de plus en plus aussi, la plateforme augmente en capacité, à la fois par le haut avec plus d'abstraction en termes de services de type serverless, etc., mais aussi par le bas, avec du conteneur, du Kubernetes, demain du IaaS, justement pour accompagner aussi, on parlait de l'industrie, mais à un moment donné, quand il faut faire tourner des choses très atypiques quelque part, en fait, des fois ça rentre au chausse-pied dans du PaaS, mais du coup on a besoin d'aller effectivement intégrer dans du IaaS, et donc on devient une plateforme très verticale en termes de capacité sur le catalogue de cloud, et donc on est aussi de plus en plus visible sur ces capacités-là, et donc ça nous ramène de plus en plus effectivement de partenariats ou de nouveaux clients qui historiquement ne pouvaient peut-être pas s'intégrer, mais qui demain le peuvent. Et ce qu'ils apprécient aussi beaucoup, c'est la manière qu'on a de construire les choses. Quand on va sur la console Clever Cloud, on a une gestion des choses qui ne correspond pas à ce qu'on va trouver sur les autres clouds. Quand vous allez dans les consoles des autres clouds, vous allez avoir le compute, les bases de données. Donc en fait, vous voyez le catalogue quelque part et c'est que ça représente quasiment la segmentation hiérarchisée du cloud provider avec les différentes équipes. Alors que nous, on est convaincus qu'en fait, les gens, quand ils se connectent à une console, c'est pour voir ce qui les concerne. Et ce qui les concerne, c'est pas la granularité du catalogue de cloud avec la plupart des produits dont ils n'ont pas besoin, mais il faut que ça leur parle. Et donc, on repense l'expérience de cloud en décloisonnant les choses et en fournissant plus de primitives. Et au final, nos clients historiques, c'est ça qu'ils apprécient chez nous, c'est notre capacité à repenser le modèle et ne pas venir d'un historique lift and shift. Le cloud s'est fait par le lift and shift historique et ça a eu un coût qui est de montrer le cloud par des primitives très infrastructure, très bas niveau, alors qu'au final, le cloud, c'est pas ça. Le cloud, c'est du logiciel, c'est comment tu penses ton architecture, comment tu l'exécutes, comment tu organises tes droits, etc., ton billing. Et c'est en ça qu'on répond aussi de manière potentiellement un peu alternative, avec une autre façon de voir, mais qui intéresse au final beaucoup de gens. J'espère qu'on a répondu à ta question et pendant qu'on fait tourner le micro, mais t'hésites pas si jamais. Je précise un truc, on a également changé en interne, on a maintenant des offres dans le commerce qui nous permettent d'aller voir les clients avec des remises en volume sur les clients quand ils s'engagent à des niveaux d'achat à l'année. Donc on a reconstruit notre architecture également contractuelle pour pouvoir prendre en charge des grands clients comme ça. Ça va peut-être être pour une conférence d'après, je crois, mais en Afrique, est-ce qu'il y a d'autres zones, typiquement le Sénégal ou d'autres AZ qui vont être ouverts ou d'autres... On a ouvert les zones Maroc et Côte d'Ivoire. Ce midi, il y a Erwan qui fait une conf, mais pour l'instant, ce qu'on a ouvert, c'est Côte d'Ivoire et Maroc. On va construire dans d'autres, on est en train d'en discuter. C'est jamais très simple, comme d'habitude. Pour remonter une zone, il faut qu'on arrive à la fiabiliser, à la rentabiliser. Mais bien sûr, notre objectif, c'est de continuer à grossir dans l'ensemble de ces choses-là. Donc, je pense que Erwan en parlera sans doute, mais effectivement, en Afrique, il y a les zones économiques, et je n'ai plus leur nom, mais le but, c'est effectivement d'accompagner par zone économique avec notre partenaire champion local sur place, et donc de répondre à ces enjeux-là par zone. Des fois, ça bouge, mais Erwan sera meilleur que moi pour en parler.